On a tous un peu ce sentiment, non? Cette sorte de léger vertige quand on est face à nos écrans, à nos vies qui sont de plus en plus modélisées. Mais d'où ça vient cette impression? On va explorer une idée assez fascinante. Et si la logique même qui pilote notre monde avait été programmée par un type d'esprit bien particulier? Voilà, c'est la question centrale. Qui sont les architectes invisibles de notre façon de voir le monde? Pour trouver la réponse, on va devoir remonter le fil, suivre la piste d'un code source qui a été écrit il y a très très longtemps. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Elle résume parfaitement ce sentiment. Ce n'est pas juste une question de technologie, en fait, c'est bien plus profond que ça. C'est un peu comme si le système d'exploitation de notre réalité avait une signature, une préférence qui ne colle pas toujours avec ce qu'on vit nous au quotidien. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Notre monde numérique est en réalité le produit d'une seule manière de penser. Une manière qui adore les systèmes, les règles claires, l'abstraction, et qui du coup a mis de côté tout le désordre et la richesse du monde sensible, du monde réel. Ok, alors suivons cette piste. Parce qu'en fait, il y a un fil rouge, un lien direct qui part de la philosophie antique pour arriver jusqu'à la tech d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'une longue désincarnation, l'histoire d'un monde qui a petit à petit préféré le modèle, la carte, au territoire. Bon, on commence par le commencement. Qui a écrit les toutes premières lignes de ce logiciel? L'enquête nous mène directement à deux géants de la pensée occidentale. À l'origine de tout ça, il y a une peur. La peur du monde réel, du monde vivant. Parce qu'il est bordélique, imprévisible, il change tout le temps. Et pour un certain type d'esprit, un esprit qui cherche la clarté et la stabilité avant tout, eh bien ce monde-là, c'est juste du bruit. C'est insupportable. Et la première solution, celle de Platon, elle est radicale. Il dit en gros, ce monde que vous touchez, que vous sentez, ce n'est qu'une copie imparfaite, une version pleine de bugs. La vraie réalité, le code source parfait, se trouve ailleurs, dans un monde d'idées pures et éternelles. C'est, en quelque sorte, l'invention du tout premier logiciel. Allez, on fait un bond en avant au XVIIe siècle, on arrive à René Descartes. Et là, l'analogie est parfaite. Si Platon a écrit le logiciel, Descartes, lui, il va construire le hardware, la machine qui va faire tourner tout ça. Il va pousser la logique encore plus loin. Ce qui est dingue ici, c'est que Descartes, il fait un truc fou. Il réduit toute notre identité à la pensée pure. Le corps, c'est juste une machine, un automate perfectionné, rien de plus. On devient alors des fantômes dans une machine, des pilotes dans un cockpit mental, complètement coupés de notre véhicule corporel. Maintenant, on avance encore direction le début du XXe siècle. Et là, attention, parce qu'une sorte de guerre secrète, au cœur même des mathématiques, va littéralement décider de notre avenir. Figurez-vous que le grand mathématicien Henri Poincaré avait déjà tout vu. Il disait qu'en maths, il y a deux types de penseurs. D'un côté, le logicien, méticuleux, pas à pas, obsédé par les règles. Et de l'autre, l'intuitif. Lui, il voit la solution d'un coup, dans un flash. Et Poincaré, déjà à l'époque, il tirait la sonnette d'alarme sur la domination des premiers. Et cette tension, elle a fini par exploser. Dans un coin du ring, David Hilbert, le formaliste. Son rêve, transformer les maths en un jeu de symboles purs, une syntaxe sans âme. Dans l'autre coin, Brouwer, l'intuitionniste, pour qui les maths sont une création humaine, vivante. Le gagnant, Hilbert, sans appel. Et pourquoi? La raison est cruciale. Sa vision était la seule qui pouvait être traduite en machine, la seule compatible avec les ordinateurs à venir. Cette obsession pour la pureté logique, elle atteint son sommet avec un personnage fascinant, le jeune Ludwig Wittgenstein. Son premier chef-d'œuvre, le Tractatus, imagine un langage parfait, un monde de cristal, un monde magnifique, mais où en fait aucun humain ne pourrait vraiment vivre. Mais le plus fou, c'est que Wittgenstein lui-même a complètement renié tout ça. Plus tard dans sa vie, il a compris son erreur, le sens ne vient pas de la logique pure, mais de la vie, de nos usages. Le drame, c'est que l'histoire, et surtout les pères de l'informatique, n'ont retenu que sa première idée. Ok, on a posé les bases philosophiques. Maintenant, on va voir comment toutes ces idées, qui semblent si abstraites, ont littéralement construit le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et là arrive un moment clé, 1950, Alan Turing. Son fameux test va en quelque sorte sceller notre sort. Il dit qu'une machine est intelligente si on ne peut pas la distinguer d'un humain, dans une conversation par texte. Et hop, le corps, la voix, la présence physique, tout ça est mis de côté. L'intelligence devient officiellement une performance de symbole. Et cette vision du monde, c'est devenu l'ADN, l'idéologie de la Silicon Valley. Le monde n'est plus un endroit où l'on vit, c'est un système qu'il faut optimiser. Tout ce qui est imprévisible, le vivant, c'est du bruit. La souffrance, un bug à réparer. Le but ultime, c'est d'arriver à une réalité propre, binaire, contrôlable, où le monde physique, au fond, n'est plus qu'un problème d'affichage.
Quand on entend Elon Musk dire qu'on vit probablement dans une simulation, ce n'est pas juste une lubie de milliardaire. En fait, c'est l'aboutissement logique de 2000 ans de cette philosophie. Si le monde réel n'est qu'un programme, alors bien sûr, s'enfuir sur Mars ou uploader sa conscience, ça devient la seule chose rationnelle à faire pour échapper à cette machine soi-disant buggée qu'est l'affaire. Bon, maintenant qu'on a remonté toute la chaîne, la question c'est où est l'erreur de base dans tout ce système? Et surtout, est-ce qu'il y a une sortie de secours? L'erreur fondamentale, elle est résumée dans cette phrase célèbre. On a passé des siècles à dessiner des cartes de plus en plus belles, de plus en plus précises, et on est tombé amoureux de nos cartes, au point d'oublier complètement le territoire, le monde réel qu'elles sont censées décrire. Et là, on touche au vrai problème. Quand le territoire, c'est-à-dire la vraie vie, la nature, la société, ne correspond pas à la carte, notre réflexe est devenu de vouloir débugger le territoire. On essaye de tordre la réalité pour qu'elle colle enfin au modèle. Attention, il faut être très clair ici, le but n'est absolument pas de jeter la logique à la poubelle. C'est un outil fantastique. Non, le vrai danger, c'est son monopole. C'est le fait qu'on lui ait donné les pleins pouvoirs et qu'elle a fini par écraser toutes les autres manières de comprendre le monde. Alors, quelle est la voie à suivre? C'est une voie de réconciliation. Il s'agit de réintégrer le corps, d'écouter sa sagesse, de redonner de la valeur à l'intuition, à l'expérience directe, de trouver un nouvel équilibre entre l'intelligence de la machine et l'intelligence du vivant. En gros, de se mettre à construire des technologies qui nous aident à mieux habiter le monde, et non pas des technologies qui le remplacent. On nous parle d'avenir sur Mars, dans le métaverse, toujours plus loin de nos problèmes, plus loin de la Terre. Mais au fond, tout ce parcours nous amène à une dernière question, un peu vertigineuse. Et si la plus grande aventure, le vrai défi, ce n'était pas de s'échapper de ce monde, mais d'apprendre enfin à l'habiter vraiment, pleinement, avec tout son joyeux bordel et sa complexité?